Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, environnement, nature. Bonjour mesdames, messieurs. J'ai l'obligation difficile de faire respecter un plan du temps pour des conférences fortement intéressantes, mais dans le temps assez serré, et c'est l'obligation agréable de vous présenter les conférenciers de ce matin. Dans le premier est Claudio Galderisi, d'origine italienne, mais depuis longtemps professeur français, directeur de ce fameux Institut d'études médiévales de Poitiers, maintenant responsable, comme on me l'a dit, au CNRS des études littéraires. Je ne sais pas si seulement médiéval, mais je crois dans son général. Tout l'international. Alors, nous sommes très honorés. Et en plus, évidemment, je devrais dire que, au lieu de moi, ça aurait dû être lui de parler de Charles d'Orléans, parce que c'est le grand spécialiste de Charles d'Orléans. Qui a fait toute une série de travaux que je ne vais pas citer dans le détail, d'autant plus qu'aujourd'hui son sujet sera tout à fait autre et il changera donc de perspective en nous parlant de Stendhal et les chroniques italiennes, la réécriture avec marginalité, esthétique et traduction. S'il vous plaît. Je vous remercie de ces mots flatteurs et je remercie également Michel Zinc de m'avoir arraché aux vanités des responsabilités, rappelé aux devoirs de la recherche pendant un court temps. Cela fait du bien. Les lumières se rendent où l'affamé les voit, rappelait René Char. Mutatis mutandis, la formule peut s'appliquer au mystère des lettres qui traversent les siècles et les langues portées par les rayons de la postérité. Cette question de la bonne distance critique a déjà été si bien explorée par Michel Zinc dans sa leçon inaugurale, on le rappelait, mais également dans le propos liminaire de ce colloque qu'il a prononcé hier. Ce qu'il nous invite à faire dans le cadre de ce colloque est plutôt une réflexion qui part d'un autre anachronisme. En privilégiant dès le titre du colloque le mot « vieilli », Michel Zinc a sans doute voulu souligner l'ancrage historique des textes. Il a voulu nous rappeler les temps et les espaces d'où ils viennent et qu'ils ont traversés, parfois malgré eux. Le texte vieilli mérite le respect que l'on doit aux ancêtres. C'est d'ailleurs parce qu'il véhicule des mots, des valeurs, une représentation du monde anachronique et idéalisée à la fois, que l'écrivain lui accorde amoureusement son temps, lui prête ses béquilles esthétiques. Dans ce sens, la littérature est un prêt toujours à renouveler et une excroissance souvent résorbée. Mais là où le critique choisit souvent des œuvres des auteurs qui constituent un tremplin idéal pour ses envolées, il suffit de penser que les 10 auteurs les plus étudiés de la littérature française rassemblent presque 200 000 travaux critiques. Je vous apporte ici le dernier volume sur le Guy de Maupassant qui rassemble 15 000 entrées critiques, alors que les 1000 minoresses de la littérature française n'arrivent même pas à la moitié, pour comprendre en effet comment souvent les lumières de la critique se portent sur les grands auteurs. Je disais là où le critique choisit souvent des œuvres des auteurs qui constituent un tremplin idéal pour ses envolées, le second degré romanesque ou poétique privilégie parfois des textes oubliés ou qui relèvent d'une marginalité esthétique ou littéraire, ou plus simplement qui appartiennent à un passé dont l'altérité est perçue
comme une forme de marginalité historique. Gérard Genette a tout dit ou presque sur ce que Proust, dans un passage qui a été déjà en partie lu hier par Michel Zinc, appelait la rumeur des distances traversées. Cette rumeur qui peut parfois rendre méconnaissable ou inaudible l'œuvre première. Souvent, ce ne sont pas des chefs-d'œuvre que l'on remet au goût du jour, mais des textes à la littérarité problématique d'un point de vue anachronique, bien sûr. Des œuvres qui ne semblent être telles que pour l'écrivain qui leur confère en les réécrivant leurs vraies lettres de noblesse, croyant les translater enfin au panthéon de la République des lettres. Ce processus de réécriture reprend sous une forme post-hegélienne et en partie paradoxale le vieux principe médiéval de l'humilité auctoris. Là où le clerc choisit souvent l'anonymat et déclare à chaque page la primauté de la lettre originale sur son opus, l'écrivain moderne, affranchi du poids de l'auteur, ce Dieu créateur qui domine et écrase la personnalité littéraire de son homologue médiéval, fait semblant de s'effacer au profit du conteur d'autrefois. Il recourt à la réécriture et parfois à la traduction pour affirmer sa secondarité, sa subalternité, qui est souvent, si l'on me passe le néologisme, une subaltérité en trompe-l'œil. La position quasi aliénée du narrateur par rapport à son texte s'avère être alors une des postures les plus authentiques de cette littérature du second degré, qui est aussi un genre. J'ai choisi les chroniques italiennes de Stendhal pour essayer, à la suite de beaucoup d'autres, d'étudier ce curieux phénomène d'appropriation par l'effacement, mais également de dilution de la subjectivité. Mais sans doute faudrait-il parler ici davantage de égotisme, dans le moule du témoignage historique. Le retour, enfin, du récit à l'histoire, à la chronique, à la vérité que garantit le passé. Stendhal explique, en parlant de l'autobiographie dans ce souvenir d'égotisme, que, je cite, « le génie poétique est mort, mais le génie du soupçon est venu au monde. Ce soupçon est celui de l'histoire, de la trace, du document soumis au regard de l'égotiste, au regard de l'écrivain. À l'image du Dieu de Spinoza, qui, parce qu'il comprend tout, est incapable de fiction, Stendhal, narrateur, semble incapable d'inventer ses histoires, car il ne semble pas doué de cette pensée architectonique propre aux grands romanciers de son époque, comme le lui reprocha son ami Balzac. On a pu ainsi dire que de lui que c'était un romancier impur, car son improvisation serait le reflet d'une pensée d'auteur qui ne s'inscrit dans aucun projet de société et reste confinée dans l'espace de l'expérience personnelle. Les canevas empruntés souvent à des anonymes pallient alors sa difficulté chronique à construire l'architecture de ses romans et témoignent de ce besoin du palimpseste, de cette secondarité romanesque qui est une sorte de retour aux sources du roman européen et vernaculaire. La découverte en 1833 de vieux manuscrits italiens rapportant de tragiques aventures du temps de la Renaissance, qu'il ne restera, c'est parce que c'est Stendhal qui parle, qu'il ne restera plus qu'à transposer, ravauder, remanier, resserrer ou développer en apposant la griffe du style, cette découverte offre à Stendhal un riche réservoir d'échafaudage narratif sur lequel greffer le second degré de l'écrivain entomologiste. Comme le rappelle Robert André dans l'introduction de son édition, ces anciens récits étaient bien faits pour répondre aux besoins de Stendhal, parce que la chronique, je cite, est le genre qui convient par excellence à sa personnalité. Il y découvrait une richesse exceptionnelle de procédés, en particulier dans la position du narrateur par rapport à son texte, si importante pour le maniaque des intrusions. En effet, le chroniqueur est un homme qui, par définition, rapporte des faits dont il a été témoin ou qui lui ont été communiqués par des intermédiaires. Il peut donc adopter à son gré la première personne ou la troisième, ou, sous l'espèce du neutre, le « on dit » de la rumeur. Le point de vue ne l'engage pas. Il garde une distance, c'est-à-dire une objectivité feinte ou réelle.
Cette distance, cependant, n'est pas celle qui favorise et parfois mystifie la seconde vue du regard critique. C'est la distance variable et subjective où on devine ces interstices à travers lesquels Stendhal peut glisser ses célèbres intrusions d'auteur, et par où il laisse s'insinuer le charme discret d'un anachronisme romanesque sublimé par l'anachronisme topique, cette Italie des potentats et des madones courtisanes. Je n'entends pas présenter ici, je n'en aurai pas le temps, une analyse systématique de ces chroniques, et encore moins cette peinture du cœur humain que Stendhal cherche à incruster sur un passé chargé de couleurs et de passion. S'il est vrai que Bell, lecteur de vieilles chroniques, ne peut en retenir que ceux qui le provoquent avec violence, s'il est également évident que ces racconti présentent au lecteur du XIXe siècle un personnel romanesque des paysans, avec l'air kyriel de cardinaux, de princes cruels et sanguinaires, de couvents, de poisons, de combinations, bref, le monde italien du prince tel qu'un Français peut l'imaginer le reconstruire, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est de voir comment la traduction est revendiquée comme forme suprême d'effacement narratif, ce qui en soi est loin d'être nouveau, bien évidemment, alors même qu'elle est marquée par une double subjectivité, celle du traducteur et ici celle du narrateur critique. Celui-là même qui, dans l'Abbesse de Castro, confond volontairement le rôle du premier et du second, du traducteur et du narrateur, en avertissant le lecteur que, je cite, « Le traducteur est obligé de passer une longue dissertation sur les diverses parts de gloire que le XVIe siècle fait à ses grands poètes, il entend là Virgile, Pétrarque, Arioste, Dante, pour ajouter ensuite au sujet des vers d'amour qu'Hélène lisait et apprenait par cœur que cet amour, je cite encore, nous semblerait bien ridicule si nous le rencontrions en 1839. Certes, ces intrusions systématiques qui charpentent les chroniques italiennes sont la marque d'une ironie, d'une mystification, d'une prise de distance qui est propre au second degré. Elles sont, à mes yeux, surtout la trace du jeu qui s'installe entre l'élan du récit, entre le temps du discours et celui du récit, entre le siècle des manuscrits et celui de la réécriture d'auteurs, en fait la trace de deux vieillis. Elle relève d'une négation du fictionnel, du romanesque gratuit, en s'appuyant sur une anti-esthétique de la glose. Elle participe en même temps, plus que tout autre stratagème narratif, à l'élaboration d'une littérarité de la chronique qui fait de l'échafaudage l'ouvrage à admirer secrètement. Robert André a ainsi raison d'affirmer que, je cite, « la majeure partie de l'Abbesse de Castro est inventée par le traducteur, puisque la source italienne ne raconte que la fin de l'histoire. » Là n'est pas cependant l'essentiel du travail de Stendhal. Bien plus qu'un travail d'invention, le sien est un ouvrage de incréation littéraire, un peu à la manière de ces romanciers médiévaux, chez lesquels il est souvent impossible de démêler la source de l'invention, l'historie de la story, la citation et l'emprunt de la formule. Lui aussi a sa civilisation mythique, son monde légendaire, au sens figuré et au sens étymologique. Cette Italie de l'écrivain Stendhal, si différente de celle d'Henri Bell, si proche avec ses anachronismes du monde arthurien des conteurs médiévaux. Le texte source n'est pas alors seulement un texte générateur ou un hypotexte historique, avant de redevenir un topos littéraire au courant du XIXe siècle. Il est surtout un prétexte et une mythologie personnelle. Le fait qu'il soit anonyme et qu'il n'ait pas une vocation littéraire, qu'il ne verse pas dans la poésie, contribue pour Stendhal à dégager encore plus l'énergie narrative sur laquelle il est construit. Le fait que ces personnages appartiennent à une lignée d'individus plus ou moins monstrueux, cruels et stoïques face à la mort, grandiose comme un héros d'opéra, souligne la fascination que l'écrivain, qui se sent, comme on l'a vu, une seconde nature féminine, la fascination qu'il ressent face à l'énergie de l'histoire, de ce qu'elle a de vieilli et d'authentique à la fois. C'est le document numéro 1 que vous avez sans doute vous sous les yeux. Michel ne l'a pas.
Voilà. Donc, on parle souvent de la passion italienne, de la passion effrénée qui parut en Italie au XVIe et XVIIe siècle et qui n'est morte que de nos jours sous l'imitation de mœurs françaises et de façon de vivre à la mode de Paris. Pour donner quelques idées aux curieux de cette passion italienne, je vais avoir la hardiesse de traduire un manuscrit de l'an 1000. Je ne chercherai point à donner des grâces à la rudesse et à la simplicité quelquefois choquante du récit. Il ne m'eût pas paru possible d'augmenter l'intérêt de plusieurs situations en développant davantage, en peignant avec plus de détails ce que sentaient les acteurs. Mais je serais sorti du rôle de traducteur que je me suis imposé. La fidélité de la reproduction des façons de sentir de l'an 1000, même dans la façon de raconter de l'historien, fait, selon moi, le mérite de ce morceau traduit par moi à Naples même, en 1825. La date est fantaisiste, mais ce qui compte est cette volonté affichée de greffer le travail du traducteur sur le temps historique, de surdéterminer le travail de l'historien. Le lieu et l'année sont des détails, des effets de réel qui participent à ce travail d'humilité littéraire. Pour mieux montrer la méthode bélienne, j'ai choisi de revenir sur une des chroniques italiennes, Vittoria a Coramboli. Premier parmi les racontis des chroniques italiennes, à avoir été publié dans la revue de Deux Mondes, cette chronique raconte la fortune et les disgrâces, l'ascension rapide et la chute, tout aussi brutale, d'une de ces fascinantes courtisanes qui parcourt et marque tout le Cinquecento italien. L'histoire présente aux yeux de Stendhal les traits caractéristiques de cette société italienne. Surtout, il y révèle-t-elle le secret de l'esprit et de l'âme d'un peuple et d'une époque. Ce sont pour lui l'ambition effrénée, la mentalité corrompue et pourtant ouverte, une nature politique intelligente et machiavélique à la fois, qui produisent ce terrain malodorant et fécond dans lequel naissent les Raphaël et les Michel-Ange, ces génies qu'ingénument on essaie de reproduire, c'est Stendhal qui parle, par des académies et des écoles des beaux-arts. Stendhal interprète le message moral qui émane des historiettes romaines comme un paradigme historique de la réalité italienne de ce siècle, allant jusqu'à identifier dans la chronique des vicissitudes historiques de la famille à Coramboni les éléments constitutifs d'un roman comme Le Rouge et le Noir. Dans les chroniques, le roman assume donc une dimension chorale en prenant la forme d'un recueil de nouvelles qui présente une unité thématique, structurelle et stylistique clairement identifiable. Les mécanismes narratifs et affabulatoires du recueil sont d'ailleurs les mêmes que ceux de la Chartreuse de Parme, même si dans le roman de la Chartreuse, ils sont grossis et emphatisés. Ils ne se différencient pas non plus de manière sensible de ceux de Le Rouge et le Noir, dont le sous-titre est d'ailleurs Chronique de 1830. Le temps consacré à la composition est sensiblement le même. Moins d'un mois pour ce que Stendhal appelle la mise au propre de Vittoria Coramboni, les célèbres 52 jours pour la Chartreuse de Parme. Il ne s'agit pas dans les deux cas de précipitation ou d'une fébrilité de l'inspiration, mais plutôt du refus tangible d'une méthode narrative fondée sur une écriture raffinée, passée au crible d'une décantation stylistique. L'écrivain privilégie dans les deux cas une écriture de l'instant, mimant le rythme contradictoire, schizophrénique de la vie. C'est ce qu'il prétend dans tous les cas. Cette absence de méthode, de mesure, a été l'objet dans le temps de critiques sévères qui ont réuni dans un même jugement, par exemple, un écrivain comme Balzac et un poète au XXe siècle comme Montale. On connaît la formule célèbre de Balzac pour qui les romans de Stendhal ressemblaient à un grand bazar, où on peut rencontrer presque tout, mais surtout où règne souverain un désordre qui peut égarer le lecteur cartésien. À la suite de Marcel Proust, Giovanni Macchia a analysé ce désordre comme une sorte de signature de l'écrivain, mais là où l'auteur de la recherche y voyait une marque inconsciente du style bélien, le critique italien croyait déceler plutôt un dessin parfaitement maîtrisé. Les égarements de la pensée chers à Montaigne deviennent chez Stendhal les contours imprévisibles, sans les marges prédéfinies d'un dessin narratif. Le récit semble ainsi prendre les formes oxymoriques de la fixité et du mouvement. Les chroniques italiennes peuvent ainsi être interprétées comme un unicum et lues comme un roman en 6 parties. Ces chapitres
apparaissant comme les fragments d'un hologramme, tous réfléchissant l'image entière, mais chacun à partir d'une perspective différente et surtout avec une autonomie narrative et une dignité littéraire entière. Cette autonomie et cette dignité, Stendhal les revendique d'ailleurs déjà pour ses textes vieillis, ces manuscrits italiens dont il entend être, comme toujours, qu'un simple et fidèle traducteur. Le manuscrit italien qui raconte les vicissitudes de Vittorio Coramboni devient pour l'écrivain caché un laboratoire linguistique où expérimenter ses théories sur le roman historique et le style narratif. Le texte italien lui apparaît comme parfaitement compiuto, sa trame comme logique et naturelle dans son développement. Le témoin inconnu qui rapporte l'histoire est à ses yeux un narrateur idéal qui, je cite, très avisé, ne juge jamais un fait ni le prépare, ayant comme seul programme de raconter le vrai. On ne retrouve dans ce conte aucune de ces émotions fortes ou piquantes que l'on rencontre, par exemple, dans les romans de George Sand, qui, selon Stendhal, aurait été capable d'écrire un chef-d'œuvre avec la vie et les histoires de Vittorio Coramboni. L'ironie est manifeste, mais nous sommes là, sans doute, au cœur du processus de réécriture stendhalienne. Être à la fois présent et absent. Stendhal se propose, comme on l'a vu, de réaliser une transcription-traduction qui soit la plus fidèle possible au texte italien, tout en adaptant le rythme et la trame du racconto, que le romancier sent comme réaliste et sincère. Ce n'est pas un chef-d'œuvre qu'il entend composer, le chef-d'œuvre qu'il revendique ironiquement pour George Sand. Ce n'est pas un chef-d'œuvre qu'il entend composer à partir de la source, mais un texte dont il convient de sauvegarder l'authenticité, y compris à travers ce que j'appellerais le vieilli verni. C'est en mettant en regard le texte du manuscrit italien et une traduction qui se veut la plus littérale possible que l'on perçoit le mieux les écarts linguistiques et les solutions rythmiques que Stendhal choisit pour préciser le contour d'une action ou les nuances d'un sentiment. Il s'agit pour lui de rendre plus rapide le rythme de la narration, tout en sauvegardant ce qu'il appelle le caractère majestueux de la phrase italienne. Mettre en évidence un détail important, en supprimer d'autres qui embarrassent le récit, manifester son détachement ou son hostilité à travers une glose critique, une précision historique, qui ne souligne pas seulement la distance, mais il la conscientise à l'écrivain et au lecteur. Je ne proposerai qu'un seul exemple de ce travail d'orfèvrerie. Au début de la nouvelle, là où Stendhal s'efforce de garder le ton, pour ainsi dire, naïf et maladroit du récit, justement pour restituer la rusticité et la simplicité de la chronique, son immédiateté historique, il fait subir au texte italien une série d'interventions, de coupures, de corrections, que la comparaison que je propose dans le document 2 entre le manuscrit italien, sa traduction littérale et l'œuvre de Stendhal met d'emblée en évidence. Vous avez dans la première phase le manuscrit italien, la version du manuscrit italien, une traduction littérale et volontairement elliptique, et ensuite le texte que propose Stendhal. Je n'ai pas le temps de la lire, je la soumets à votre lecture plus attentive que la mienne. On serait tenté de gloser simplement en regardant ces textes, cacher cette plume que je ne saurais voir. Les faits narrés par le chroniqueur italien anonyme ne sont pas modifiés, mais leur ordre est d'abord bouleversé, ensuite reconstitué à travers une nouvelle dimension syntagmatique dans laquelle ce sont la ponctuation et l'adjectivation que surdéterminent le rythme et la tonalité de la narration. La traduction en français d'une phrase italienne, on le sait, produit presque toujours un texte plus développé. Un texte plus développé, la langue des transalpins, gardant en partie la brevitas syntaxique de la phrase latine et s'appuyant sur un style souvent allusif. La traduction littérale, qui est pourtant loin d'être parfaitement compréhensible par un lecteur français, en particulier à cause d'une certaine électricité, est bien plus longue, environ 30%, que le récit italien. La réécriture bélienne est d'une économie verbale et syntaxique prodigieuse. Son incipit compte le même nombre de signes et presque le même nombre de mots que le texte italien, à 2 mots près. Mais elle restitue à l'histoire la lumière qui permet d'en rendre immédiatement intelligible le sens et les allusions.
le choix de s'effacer derrière la chronique des faits, de se protéger en affichant sa fidélité au texte source, cache les avantages et les opportunités qu'offre au traducteur impartial. Stendhal se saisit de chaque pause, de chaque rebondissement pour jouer de deux registres d'absence et de présence. Il n'est pas étonnant alors de le surprendre en train de souligner avec une excitation que trahissent les notes en marge du manuscrit italien, nous les avons, les notes de Stendhal, en marge de un de deux manuscrits qu'il avait à l'époque où il traduisait Vittorio Coramboni, le deuxième l'ayant découvert après la publication de la Revue de Deux Mondes. Je disais donc de souligner avec une excitation que trahissent ces notes le déplacement de l'intérêt narratif de Vittoria Coramboni vers son mari Felice Peretti, puis vers le cardinal de Montalto, enfin vers le prince Orsini. Cette mobilité de l'objet narratif lui permet justement ces intrusions d'auteur, c'est la définition de Georges Blin célèbre, qui scandent le temps et quadrillent l'espace du récit en rendant palpable la présence du narrateur qui semble presque s'adresser au lecteur à la manière du Diderot dans Jacques le Fataliste. Lecteur, si je faisais ici une pause et que je reprisse l'histoire de l'homme à une seule chemise parce qu'il n'avait qu'un corps à la fois, je voudrais bien savoir ce que vous ne en penseriez. On retrouve ainsi dans tout le récit des chroniques italiennes les indices de ce style de la trace, les preuves irréfutables de l'existence d'une dimension secrète dans laquelle le lecteur est invité à pénétrer pour découvrir le code, la clé du style, le secret qui restitue la grâce et le charme du vieilli. La nouvelle, structurée comme une sorte d'enquête, la lettre révélation qui déclenche ou annonce le déplacement du centre d'intérêt, l'usage prédominant du passé simple qui crée une épaisseur temporelle et souligne la distance historique, donc l'authenticité, sont autant de traces qui définissent un parcours balisé dont Stendhal est parfaitement conscient. La part d'ombre que le travail du traducteur projette sur le texte fait ressortir la lumière de son style et la marginalité littéraire du texte vieilli offre alors à l'humilité de l'écrivain traducteur le masque d'une subjectivité discrète. Le travail de Stendhal fait penser, d'une certaine manière, à celui des maîtres verriers des cathédrales gothiques. Ce n'est pas seulement les teints du vitrail qui permet aux peintures historiées de reluire, c'est également l'ombre qui règne à l'intérieur de ces architectures qui permet aux rayons de soleil de faire son œuvre démiurgique. De la même manière, l'ombre qui vient de ce siècle sombre, le Cinquecento pour Stendhal, et d'une narration touffue et encombrée, met encore plus en évidence l'opus si discret du maître traducteur. De l'extérieur du récit, on ne devine pas ce travail d'historiation stylistique. Une fois de plus, ou plutôt déjà, Stendhal s'adresse moins aux épufus qu'aux lecteurs et aux critiques qui iront au-delà du plaisir romanesque et compareront l'original et son œuvre. C'est du moins ce qu'il nous plaît de croire. Je vous remercie.